Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Why. Après avoir été avocate d'affaires pendant 10 ans, Why a fondé la marque de culottes menstruelles Réjeanne. Réjeanne est leader sur le marché des culottes de règles. Après de brillantes études de droit à la Sorbonne, puis à Londres à King's College, un LLM aux États-Unis, Why obtient le barreau de New York et de Paris. Elle exerce ensuite à Paris en tant qu'avocate en droit bancaire et financier dans le cabinet américain Mayer Brown. Passionnée par le droit des affaires, Why avait toujours rêvé d'être avocate et a la meilleure carrière qu'on puisse imaginer. Tous les soirs en rentrant du cabinet, elle appelle sa meilleure amie d'enfance, Alexandra, avocate elle aussi, pour se changer les idées et refaire le monde. Alexandra lui parle un soir du problème du manque de confort pendant les règles et elles commencent toutes les deux à imaginer tous les soirs une culotte de règles confortable aussi belle qu'une culotte de lingerie. Dans leur élan, elles décident d'organiser un crowdfunding pour voir, pour le fun comme elle le dit, et voir si ça peut marcher. C'est le plus gros crowdfunding jamais organisé sur la plateforme Ulule. Elles vendent en 24 heures seulement 800 culottes et récoltent plus de 230 000 € en 45 jours. Ce side fun project, au départ qu'un échappatoire, devient réalité. Elle décide alors de tout plaquer et de lancer Réjeanne avec sa meilleure amie. Aujourd'hui, Réjeanne existe depuis bientôt 4 ans et est leader sur le marché des culottes de règles. L'équipe est composée de 10 collaborateurs. Alors avec Why, on a évoqué sa carrière d'avocate d'affaires, les difficultés à concilier vie pro et perso lorsqu'on est avocat, comment son side project est devenu réalité et son quotidien de cofondatrice de Réjeanne avec sa meilleure amie. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Why. Bonjour Why, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Hello Clary, ravie d'être là aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Alors, je suis cofondatrice de la marque de culottes menstruelles Réjeanne aujourd'hui. Alors, ça a été un grand saut, ta reconversion. Ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter? Bien sûr. Écoute, alors, mon premier métier, c'était avocate. J'ai exercé pendant presque 10 ans le métier d'avocat. Pour moi, c'était vraiment ma carrière. Donc, après le lycée, j'avais fait une double maîtrise. J'avais étudié à Londres et puis à Paris. Et puis après, je me suis un peu gratté la tête. Il y a souvent, à l'époque, on appelait ça les M2. Après, je suis allée faire un LLM aux États-Unis. Puis après, j'ai fait le barreau de New York. Après le barreau de New York, je suis revenue à Paris bosser et c'est là où j'ai eu le barreau de Paris. Donc voilà. Donc déjà les études, 7 ans, c'est hyper long. Quand tu fais des études pendant 7 ans, tu te dis que c'est bon. Ça va être le taf de ta vie, quoi, parce que, tu vois, c'est quand même un énorme investissement. Et en plus de ça, j'étais et je pense que je suis encore assez passionnée par le droit. Le droit, il y a beaucoup de matières dans le droit. Ça va du droit pénal, au droit des sociétés. C'est hyper vaste, mais je trouve que ça touche à tous les aspects de la vie et c'est assez passionnant. Donc, je pensais vraiment que ça allait être, j'allais exercer toute ma vie ce métier. J'ai adoré mes études de droit et j'ai aussi adoré ma carrière aussi. Et est-ce qu'on peut mentionner le cabinet où tu étais parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont avocats. Forcément, Ah, il ok. y a énormément d'avocats qui sont là à se reconvertir. Et c'est vrai que c'est un grand cabinet assez coté sur la place de Paris. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire? Écoute, oui, j'ai passé la plupart de ma carrière d'avocat dans un cabinet d'avocats américain qui s'appelle Mayer Brown. Et c'est vrai que tu avais vraiment la carrière, je veux dire, parfaite sur le papier, dans le sens où tu as fait toutes les études rêvées, les meilleures qu'on puisse faire, je pense, quand on est avocat en droit des affaires à Paris. Ensuite, tu étais dans un des plus gros cabinets pendant 10 ans. Ouais, presque 10 ans, ouais. Est-ce Ouais, que ouais. toi, ça a toujours été ton rêve d'être avocat d'affaires? Comment ça t'était venu? J'ai su ça quand même assez rapidement parce que, moi, j'étais dans un lycée international et pour l'histoire, je suis britannique. Mon père est anglais, ma mère de Malaisie, donc je suis britannique, mais j'ai grandi ici. J'étais dans un lycée international et pour moi, c'était hyper important que mon métier soit dans 2 langues, en français, en anglais. Donc assez rapidement, moi j'ai fait L, qui à l'époque était considérée comme la voie des nulos. C'était pas du tout la voie royale, hein, mais j'aimais bien les lettres. J'ai fait L, j'adore lire.
je pense qu'il y avait aussi une passion pour les lettres et pour les langues. J'adorais les langues. Et donc à l'époque, je me suis dit, je veux vraiment faire quelque chose d'assez littéraire et où je peux parler à la fois en français et en anglais. Donc ça s'est réduit assez rapidement parce que du coup, j'avais vu ce double cursus de droit avec la Sorbonne à Paris et King's College à Londres. Et je me suis dit, franchement, c'est top. Faire 2 ans à Londres, 2 ans à Paris, c'est marrant. Enfin, je pensais aussi au fun à l'époque. C'est marrant d'aller à Londres. Donc voilà, donc je me suis lancée là-dedans et c'est vrai que dans ce type de cursus, et ça je l'ai su assez rapidement à 18 ans quand j'ai postulé pour faire ça, la plupart des étudiants quand même finissent dans des cabinets internationaux et font du droit des affaires en fait. La plupart. Il y en a bien sûr qui font du pénal ou autre, mais voilà. Donc c'était assez donc je l'ai su assez vite. Et c'est tes parents qui t'ont poussé dans cette voie aussi? Oh, pas du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ma mère, c'est quand même un personnage. Et ce qui est assez marrant, c'est que elle se moquait souvent de moi, ma mère, par rapport à mes études. Elle trouvait que c'était vraiment débile. Elle disait que les gens qui passaient leur journée à lire des livres ou à étudier, c'était vraiment des gros nazes et qu'ils avaient vraiment rien compris à la vie. Elle était assez bizarre sur ça et je me rappelle, ça l'impressionnait pas du tout les études et elle était vachement plus impressionnée par les entrepreneurs, mais pas les entrepreneurs de la tech, c'est-à-dire elle était souvent impressionnée par s'il y avait un cousin qui avait monté un resto qui marchait bien ou voilà vraiment les personnes qui proposaient un service ou qui travaillaient de leurs mains pour proposer des belles choses et souvent elle m'en parlait et elle avait vraiment une admiration pour ça. Donc c'est vrai que quand j'ai fait du droit, elle était un peu oui, d'accord, si ça te fait plaisir. Genre, oui, oui, ça me fait plaisir, maman, s'il te plaît. Parce que bon, du coup, forcément, ils m'ont aidé à financer tout ça, hein, parce que 7 ans d'études, ça coûte cher. Mais donc ouais, donc elle m'a quand même soutenue, mais sans plus, quoi. Elle était plus impressionnée par ta reconversion. Ouais, malheureusement, elle a jamais pu voir ça parce qu'elle est décédée avant que j'ai pu, enfin, Ah. avant ma reconversion. Mais c'est vrai que ma sœur, avec qui je parle souvent, parce que je me comprends bien avec elle, elle me dit c'est quand même marrant que maman elle ait pas pu voir ça, mais que tu terminé par faire des culottes de règles, parce que je pense que ça vraiment, elle aurait kiffé si tu lui avais dit ça en terminale. Et donc, Bon, alors, pour revenir à ta carrière, donc tu arrives dans ton cabinet, comment tu te sens? Parce que c'est vrai que c'est des environnements qui sont assez exigeants. Comment ça ouais. s'est passé? Écoute, en fait, mal. Ma première expérience a été assez catastrophique. Enfin, catastrophique. En fait, non, parce que c'est mon associée qui me dit souvent ça. Elle me dit, je pense que si tu n'avais pas eu cette première expérience dans ton premier cabinet, tu serais jamais lancée avec moi sur Ejan, parce que elle me dit, je vais te raconter ce qui s'est passé après, parce qu'en fait elle me dit ça t'a laissé un goût amer que je trouve c'est ma meilleure amie, donc elle me connaît vraiment depuis le début, amie. Ça t'a laissé un petit doute et voilà. Donc bon, je vais dire ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc j'ai fait 7 ans d'études, j'ai passé le barreau de New York, j'ai le barreau de Paris, comme tu dis, genre tout va bien, mes projets vont hyper bien. À l'époque, j'avais fait plein d'entretiens, j'ai vraiment choisi le cabinet de mes rêves. Je me rappelle, je me demande si c'est pas le 1er septembre. Et d'ailleurs, c'est avec mon associé aujourd'hui. On commence le même jour, le 1er septembre. On commence toutes les deux dans un cabinet d'avocats sur les Champs-Élysées. On prend le métro ensemble ce jour-là. Et je monte les escalators, je sors devant le Lido Champs-Élysées. Elle monte un petit peu plus haut dans la rue. Et vraiment, c'est le rêve qui se réalise. Genre, on y est enfin. Elle était comme moi. Enfin, elle, vraiment, elle adorait le droit aussi. C'est le premier jour du reste de notre vie. On est trop contente. C'est le 1er septembre 2008 et on est quelques jours avant la faillite de Lehman. Et moi, je vais bosser en bancaire et financier. J'arrive dans ce cabinet et en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, il y a eu beaucoup de gens dans mon cas en 2008 aux États-Unis. Enfin, en fait, je sortais de mon LLM, donc il y a pas mal d'Américains. C'était une période assez triste pour les étudiants, enfin, et aussi ceux qui c'était de l'année d'après parce que Lehman fait faillite en septembre 2008, quelques jours après que je commence et c'est vrai que c'était une période assez stressante. C'est la première fois qu'une banque, c'était une énorme banque, Lehman, qui faisait faillite. Le téléphone avait arrêté de sonner. Il y avait plus de taf en fait. Il y avait pas de boulot. Donc ce qui est arrivé arriva. Première arrivée, premier sorti.
Mais bon, j'ai rebondi derrière parce que j'ai réussi à retrouver du travail instantanément. C'est vrai que cet épisode-là m'a laissé quand même, enfin, quand tu arrives dans un endroit et que tu penses que tout est tracé et que les choses vont pas comme elles sont censées aller, vraiment vécu ça comme un coup assez dur. Je pense que ça a un peu changé ma perspective, même si j'ai adoré le droit et j'ai continué pendant hyper longtemps parce que moi, je trouve ça passionnant, le droit, le métier d'avocat d'affaires, je trouve ça très chouette. C'est vraiment, c'est très cérébral, on réfléchit, on négocie, j'aime beaucoup, mais je pense que ce truc-là a clairement laissé une marque chez moi. Ouais. Le côté, t'es éjectable et Ouais, tu peux pas trop t'investir finalement parce que tu sais jamais ce qui va se passer. exactement. Et tu te dis, voilà, tu fais toutes ces choses-là, ouais, c'est ça, c'est éjectable en fait. Et donc voilà. Après, c'est sûr que c'était la conjoncture, donc c'est la faute de personne, mais ça reste. Tu te dis quand même qu'en cas de problème, voilà, voilà, ça a toujours laissé ce petit stress en moi. Et en Mm. plus, pour te raconter, 2008, c'était vraiment l'année je suis passée j'étais super heureuse, j'ai fini mes études à ça. Parce qu'en plus, moi, il m'est arrivé ça, mais mon mari, aujourd'hui, donc, qui était mon copain à l'époque, à une semaine de moi, lui aussi, il se faisait virer, du cabinet de conseil où il était. Et je me souviens, on vivait ensemble à l'époque. Et le matin, on se regardait, on se disait, mon Dieu, on a fait tout ça, on a fait toutes ces études et on en est là. C'est un moment de solitude quand même, ouais. Ouais, je pense que tu perds ta naïveté un peu où tu te dis. Et puis quand on fait nos études aussi, je pense qu'il y a que les professeurs, ils nous disent toujours ah vous êtes les meilleurs, vous avez fait le meilleur master. Et je pense que du coup, c'est fait un choc Ouais. quand on se retrouve, on se rend compte que finalement on n'est pas grand-chose, quoi. Bah ouais, il y a un facteur qui est totalement extérieur, extérieur et donc voilà. Donc ça c'était ma toute première expérience. Mais bon après elle était assez courte parce que j'arrive, les BAM fait Mm. faillite, on rebondit quand même assez rapidement. Et après ça, bah il y a presque 10 ans où je fais ce métier que j'adore parce que je peux parler anglais, je peux rédiger en anglais, en français. Et j'ai toujours trouvé que négocier, je trouve ça assez passionnant. Alors moi, j'ai pas du tout fait du contentieux. J'étais avocate d'affaires, donc les journées, on les passe à discuter, négocier, rédiger des contrats. Je suis une personne assez introvertie, donc en fait, ça me plaît bien d'avoir des longues plages horaires de silence où je réfléchis, je rédige des contrats. Vraiment, ce métier me correspondait vraiment très bien. J'y étais très Ouais. heureuse. Et comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance? Parce que c'est vrai que dans les cabinets anglo-saxons, c'est hyper stressant, souvent des longues horaires. Comment tu l'as vécu tout ça? Écoute, je pense que je l'ai quand même assez bien vécu, du moins jusqu'à la naissance de mon fils, parce que les horaires sont hyper longues et clairement, j'ai déjà fait des nuits blanches et on travaillait hyper tard, mais en tout cas pour moi, quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, parce que tu trouves ça hyper intéressant, les journées passent hyper vite. Moi, je me rappelle une journée, ça arrivait hyper souvent quand j'étais avocate, j'arrive vers 9h30 et j'ai même pas le temps de vraiment regarder ma montre, il est déjà 18h. Et je pense que quand tu as une journée comme ça, c'est que vraiment ton job te passionne parce que sinon tu es plutôt à regarder ta montre toutes les 5 minutes, je me fais chier. Mais là, je regardais ma montre, je me dis merde, il est déjà 18h et plein de trucs à faire, mais c'était vraiment intéressant et c'est vrai que voilà, du moins jusqu'à la naissance de mon premier enfant, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool quoi, vraiment au niveau mental, cérébral, tu vois, j'étais assez épanouie. Alors, est-ce que tu dirais que c'est la naissance de ton fils qui a été le déclic? Ouais, c'est dur parce que non, c'est pas un déclic, c'est pas encore un déclic. Ça devient juste difficile parce que du coup, tu vois, les congés mat, si tu veux, ça dure 4 mois. Donc Mm. tu t'accouches, tu te remets, t'as un accouchement un peu compliqué. Tu vois, j'arrivais à peine à marcher correctement. Enfin, tu vois, j'ai eu un accouchement un peu compliqué pour mon aîné. J'étais au bout du rouleau. Et en fait, je pense que en 4 mois, mon corps était même pas remis de mon Mm. accouchement. Bon, plus de 4 mois, enfin, ton bébé est tout petit. Et tu retournes bosser, t'as limite un peu encore mal, tu vois, à tes cicatrices. Tu retournes bosser. Après, encore une fois, j'ai vraiment une passion pour le job. Donc, tu vois, assez vite, je me remets dans le bain. Tu vois, enfin, pour moi, c'est pas, enfin, c'est plutôt le corps qui est atteint par l'accouchement, pas le cerveau. Donc, tu
vois, je m'y remets assez rapidement. Mais là, ça commence à être un peu difficile parce que finalement, mon fils, je le vois pas tant que ça, quoi. Parce que c'est mon mari qui le dépose le matin, parce que moi, j'ai quand même envie enfin, tu vois, d'arriver au bureau à 9h30. Et tu vois, les enfants, ils se couchent à 7-8 heures le soir. Et en cabinet, tu ne barres pas tôt. Mm. Du coup, c'est vrai qu'il pouvait se passer, tu vois, la semaine du lundi au vendredi, je le voyais pas vraiment. Mm. Tu vois, après, il y a le week-end où tu récupères un peu de ta semaine, tu vois un peu ton enfant, puis rebelote 5 jours. J'ai vraiment commencé à trouver que c'était assez difficile. Ouais, j'avais de plus en plus de mal plus mon fils a commencé à me faire des crises. Voilà, donc bon, bref, c'était pas sain. Je me suis dit que, enfin, mais à ce moment-là, je suis pas en train de me dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me dis ah merde, c'est un peu chaud, enfin, tu vois, je vois pas ce que je peux faire d'autre, quoi, parce que j'aime tellement ce job. Mm. Et ton mari est avocat aussi? Non, non, lui, il est Ouais. consultant. Ah ouais, ouais, Il parce est que je vois consultant. souvent des couples d'avocats et je me dis, mais je sais pas comment ils font. Parce que... Ouais, j'avoue, je sais pas non plus. Ouais. Je sais pas non plus. Il est consultant. Ouais, non, il est consultant et lui, il avait des horaires vachement plus cool. Tu vois, il gérait mon fils vachement plus que moi. Tu vois, c'est lui qui le couchait le soir, mais tu vois, il essayait de me dire un peu gentiment, mais c'était un peu sujet de stress. Il me disait, mais tu sais, tu n'as pas couché notre fils de la semaine. Je dis, ouais, ça va, j'ai du boulot. Donc, tu vois, c'est un peu tendu et ouais non clairement là je me dis c'est un peu tendu mais en même temps je vois pas vraiment je vois pas ce que je peux faire d'autre. Tu vois quand tu as fait 7 ans d'études tu te dis pas super je vais devenir boulanger quoi enfin ou autre. Ouais. Et tu avais envisagé peut-être d'être juriste? Ouais, j'ai envisagé mais ça me bottait pas du tout d'être juriste. Je sais pas, Mm. je parlais avec mes amis qui étaient devenus juristes souvent aussi après avoir eu un enfant et je me disais ouais non c'est un peu chiant parce que du coup enfin, ça me correspondait pas en fait. Ça me correspondait pas du tout. Le boulot est vraiment pas le même quand on est juriste. Oui, parce que peut-être pour expliquer aux auditeurs, souvent les dossiers qui sont un peu les plus avec les plus gros enjeux, qui sont un peu plus touchy, sont plutôt en cabinet d'avocat et ne sont pas traités par les services juridiques des entreprises. Donc c'est Ouais, vrai qu'on se retrouve quand on est juriste à être un peu plus des dossiers moins intéressants en fait. ouais, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, quel a été le déclic? Alors, est-ce que tu peux nous raconter? Parce que là, on sent la progression petit à petit. Non, mais le déclic, il vient. Donc voilà, donc mon associée Alexandra, c'est mon amie d'enfance. Enfin, elle aussi est passionnée de droit. On fait nos études en même temps. On commence le même jour c'est une amie très très proche, une amie d'enfance on a aussi eu des enfants en même temps et on papote beaucoup. Le soir, c'est vrai que quand je rentre du taf tard, bah souvent c'est vrai que c'est une habitude qu'on avait à l'époque, mais à 10-11 heures du soir, on papotait 1 heure, on refaisait un peu le monde. Elle venait d'accoucher et c'est elle qui a commencé à sentir, on est en 2000, franchement, on est en 2000, je crois en 2016, ou à peine 2010, enfin fin 2016, à peine 2017, et elle me dit, franchement, les protections périodiques, c'est quand même tendu. On est au téléphone, on se raconte un peu nos malheurs, le slip filet de la maternité qu'elle a eu, tu vois, c'est une discussion de copines. Les protections périodiques, c'est quand même assez tendu. Tu vois, on est assez ouvert, on se connaît depuis on est gosse. Donc, j'ai fait, ouais, c'est clair que c'est un peu tendu. Ouais, enfin, et puis, tu vois, moi, je dis, ouais, franchement, moi, ça me fait chier de mettre des tampons parce que, enfin, moi, en fait, personnellement, je trouve que c'est pas hyper confortable. Il y avait une influenceuse qui avait fait cette analogie que j'ai toujours trouvé très, très drôle. Elle disait, en plus, quand t'as pas beaucoup de règles et que t'arraches ton tampon, c'est vrai, ça fait vraiment genre l'effet baguette de pain qu'on arrache. Et on se disait, ben, c'est quoi nos choix aujourd'hui? On a le tampon, mais franchement, au niveau du confort, pas top. En tout cas, pas tout le temps dans le cycle. La cup, pareil. Les serviettes, tu vois, que tu vas coller sur le fond de ta culotte. Mm. On se dit, c'est quand même pas terrible. Voilà, on est en 2016, 2017. Et Alexandra, qui est toujours... Alexandra, c'est quelqu'un qui a cette qualité, c'est qu'elle te trouve tout sur le net. Enfin, c'est vraiment, tu vois, mais même pour mon mariage, hein, je lui ai dit, ouais, je sais pas où je veux me marier, je veux me marier pas trop loin de Paris, je veux un endroit comme ça, je veux ça. Et en fait, c'est elle qui est revenue vers moi et qui m'a dit, meuf, il y a un endroit là, et je suis genre, mais il est parfait, donc je l'ai pris. À ce moment-là, on papote et elle me dit, ouais, mais tu sais, il existe un truc, c'est une culotte de règles. Et on se disait, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on regardait un peu le marché de la culotte de règles
qui était inexistant en France, mais qui existait à l'étranger. Et on se disait, ouais, non, mais c'est quand même pas terrible. Nous, on adore la lingerie, hein. Enfin, ça, c'est un truc, la mode, la lingerie, on a toujours kiffé. On regarde les trucs, on fait, ouais, non, on peut mieux faire quand même, hein. C'est un peu basique, c'est pas très drôle. Juste pour faire une parenthèse, pour t'expliquer, aujourd'hui, quelqu'un qui écoute ce podcast, il dirait, non, mais les culottes de règles, il y en a de toutes les formes, de tous les motifs, de toutes les couleurs, avec de la dentelle, ça, mais vraiment, en 2016, quand on papote avec Alexandra, il y a vraiment pas ça, en fait. Le truc, il est juste noir et il est basique et il est vraiment pas funky. Et donc, il est pas du tout lingerie. Et vraiment, enfin, à mon sens, on est vraiment les premières à se poser, à se dire, OK, on va faire de la lingerie. Ça n'existe pas, on va en faire, on est en France, pays de la lingerie, pays de la couture, on va vraiment réfléchir, on va avoir un assemblage. Alors ça, c'est le côté avocat qui ressort, parce qu'en plus, Alexandra est spécialisée en propriété intellectuelle. Elle me dit, ouais, mais tu sais, les marques qui existent, elles ont quand même déposé des brevets, donc faut quand même pas faire n'importe quoi, parce que quand tu es en contrefaçon de brevet, enfin, c'est terrible. Donc je dis, ouais, mais bon, on peut réfléchir à une autre façon de le faire. Donc on se pose assez longtemps pour réfléchir à un assemblage qui nous serait propre, sur lequel on a déposé un brevet. En réalité, on réfléchissait, le produit est assez hybride parce qu'il y a le côté technique, donc on réfléchissait au brevet avec avec le conseil en brevet, et on réfléchissait aussi en parallèle avec un bureau d'études de couture sur comment on peut intégrer de la dentelle dans cette culotte. Donc là, on se dit on peut l'intégrer sur les côtés. Voilà, donc vraiment il y avait cette réflexion qui était double. On était à moitié du temps en train de réfléchir à la technicité, aux matières qu'on utilisait, et l'autre partie du temps à réfléchir à la beauté du produit pour que ce soit un produit qui fasse envie, un produit de mode. Enfin voilà, qu'on se dise que quand on a nos règles, on va pas juste sortir la culotte grise qu'on a achetée en pack je ne sais où, mais qu'on soit hyper contente de se dire, ah chouette, j'ai mes règles, je sors une culotte sympa. Et donc à ce moment-là, t'étais encore avocate? Ouais, j'étais encore avocate. Ici, c'est les discussions nocturnes, tu sais, entre 22h et 23h. On se dit, ouais, meuf, on va refaire le monde. Puis notre culotte, elle sera comme ça. Mais après, dans la personnalité de l'avocat, je pense que c'est quelque chose qui est assez propre aux avocats, c'est que on est quand même des exécutants. C'est-à-dire que même si on papote d'un truc, tu le fais bien. On exécute quand même le truc, tu vois, parce qu'Alexandra, à ce moment-là, elle fait genre non, mais elle connaît un conseil en propriété industrielle, je vais juste l'appeler 5 minutes comme ça. Donc, c'est comme un espèce de side project, un peu hobby. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que c'est un peu notre bulle d'air. On a bossé la journée, on a couché les enfants, et on a ce projet. C'est comme si les gens, ils font 1 heure de yoga, 1 heure de danse, et moi, je papote avec elle parce que je trouve ça trop cool. Et on avance sur ça. Et puis, et en fait, et de fil en aiguille, c'est super bizarre, mais ça devient de plus en plus sérieux, tu sais. Et à un moment donné, Alexandra, elle me dit, ouais, on va faire un crowdfunding et tout. Je fais, non, mais de quoi tu parles? Et elle fait, ouais, on est dans notre délire. Ça se trouve que, genre, on est totalement folle de réfléchir à ce produit lingerie pour les règles. On fait un crowdfunding, on va voir, tu vois, ça prend pas. Je fais, mais ouais, j'étais genre, ouais. Puis après, je me disais, mais au fond, c'est hyper marrant de faire un crowdfunding. Puis ouais. Et donc, du coup, on a rencontré Magali et Mathilde, Magali qui nous avait écrit un script, enfin, coécrit avec nous un script hyper marrant. Ouais, on a tourné ça un samedi. J'avais fait garder mes enfants. C'était une bulle d'air, il faisait hyper beau ce jour-là. On s'est trop marré. On a tourné la vidéo de notre crowdfunding. On a passé une bonne journée. Ça restait un projet hyper sympa. Et on lance le crowdfunding sur Ulule, et je pense qu'on se prend un peu, tu vois, le projet un peu cool sur lequel on rigole un peu le soir, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, le samedi on a tourné la vidéo, c'est marrant. Et là, en fait, en 24 heures, on vend 800 culottes. Et vraiment, je me rappelle, je m'étais dit, genre, oh, putain, on en a vendu 800. Et je sais que pour Alexandra, quand on faisait ce crowdfunding, mais même pour moi, si on en vendait 200 en 45 jours, c'était cool, tu vois, on trouvait ça sympa. Et là, on se dit, putain, on en a vendu 800. Mais limite, à ce moment-là, j'ai un peu flippé. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Et tu vois, mon boulot est quand même hyper sérieux, tu vois, j'ai étudié 7 ans. Enfin, c'est hyper sérieux, mon boulot d'avocat, c'est mon boulot de tous les jours. Et là, t'as cette espèce de mini-projet qui est là pour le fun, qui prend une espèce d'ampleur que t'imagines pas vraiment, parce que c'est sûr qu'on a toujours travaillé sur ce projet avec de la passion, on a toujours kiffé être dessus,
mais c'était un kiff et je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça prenne une ampleur comme ça. Et même, on a été dépassé par le truc. Et je me rappelle que même à la fin du crowdfunding, moi, je suis toujours un peu, genre, je vais bosser et tout. Enfin, c'est quand même hyper important. Et elle, quand même, me dit, non, mais en fait, ouais, tu viens sur ce projet avec moi ou tu viens pas, mais décide-toi, là, parce que c'est quand même sérieux ce qui est en train de se passer. Elle me dit, mais non, mais c'est sérieux, tu me rejoins ou comment ça se passe? Et je suis genre, attends, il faut que je réfléchisse un peu, là. Donc, j'en parle avec mon mari et c'est toujours un peu bizarre. Bah, après, il m'a toujours soutenu. Franchement, il m'a soutenu et c'est très cool. Mais c'est vrai au départ, quand tu annonces à ton mari, non, mais en fait, je pense que je vais faire des culottes de règles. Mais regarde, sérieusement. Mais franchement, à ce moment-là, je me suis dit, le projet est hyper sympa. Je me suis vraiment marrée avec Alexandra et elle a raison de me dire, mais en fait, tu viens ou tu viens pas parce que là, enfin, on y va ou on n'y va pas. Et je me rappelle à ce moment-là, j'ai vraiment dû aussi me rassurer moi j'appelle ça le plan B. Tu vois, j'avais besoin d'être rassurée parce que même à ce stade, je me disais que ça allait peut-être pas marcher. Je sais que ça peut paraître fou et que souvent les gens citent le crowdfunding de Réjeanne parce que c'est vrai que, enfin, à l'époque, c'était le projet le plus soutenu de toute l'histoire du LUL dans la catégorie entrepreneuriat féminin. Tu vois, on fait quasiment, enfin, on fait plus de 230 000 euros en 45 jours. Enfin, c'est un projet énorme pour Ulule. Mais même à ce moment-là, c'est mon côté un peu prudent. Je me dis non, mais en fait, on ne sait pas. C'était peut-être un one-off ou je sais pas. Et j'avais vraiment, pour moi, ce qui m'a permis de sauter, c'est ce que moi j'appelle mon plan B, c'est me dire, ok, je vais sauter, je vais faire ce projet. Et si tout se passe mal, c'est pas grave. Ça aura été, comme on dit, un moment d'égarement. J'ai mes diplômes, je peux redevenir avocate et c'est très bien. Et j'adore ce boulot-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée et que j'ai dit à Extra, non, mais je te rejoins sur le projet parce qu'au pire du pire, je suis toujours diplômée et je peux toujours retourner faire du droit. Et ça c'est quelque chose qui m'a permis de me lancer, de me jeter à l'eau. Et comment tu as fait parce que j'imagine que tu as dû le dire à ton cabinet que tu partais pour faire des culottes menstruelles. Je dis ça parce que je sais que moi, quand j'ai quitté la profession d'avocat, je me suis dit aussi au début, par exemple, au début, je leur avais dit, ah, je pars juste à Londres, mais après, voilà, comme ça, je vais faire une petite pause. Parce que j'osais pas leur dire, bah, en fait, je veux faire autre chose parce que j'avais peur qu'ils trouvent ça bizarre, trop éloigné, qu'ils se disent, ah, en fait, elle peut plus travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'avais peur un peu des a priori parce qu'on sait que c'est un milieu super conservateur. Je pense que je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, sauf à vraiment des très proches. Je disais que je montais un projet avec une amie. Je l'ai pas dit culotte menstruelle. Non, tu vois, j'étais encore dans un stade de, tu vois, t'as pas trop envie de parler de ton projet parce que t'as peur que ça foire. Donc, je sais pas, j'ai toujours cette réaction-là de me dire non, j'en parle pas trop. Alors que bon, enfin, c'est vrai que ça me paraît bizarre aujourd'hui parce que le LUL avait été un succès, mais non, j'ai juste dit que je montais un projet. Il devait penser que tu allais monter ton cabinet. Non, il savait que j'arrêtais le droit. Je montais pas mon cabinet, mais il savait pas forcément, tu vois, exactement où. Après, je pense qu'ils l'ont vu dessus parce que tu vois, c'est sur LinkedIn et tout, mais en partant, je l'ai pas dit. Et comment ça s'est passé les réactions quand tu as dit que tu arrêtais le droit? Je dis ça parce que je me dis que si j'avais vu quelqu'un depuis 10 ans être avocate et tout plaqué, je pense que j'aurais adoré me voir ça. Et du coup, je voulais savoir comment toi, ça s'était passé. Franchement, non, mais les gens étaient quand même hyper surpris. Et c'est vrai que, enfin, je redis, mais les études sont vraiment longues, donc c'est un énorme investissement parce que tu vois, pendant 7 ans, t'étudies, tu bosses pas, enfin, même au niveau des parents. Même au niveau de mes parents, je me disais, putain, ils ont quand même vachement investi dans moi et je vais lancer ce projet à côté. Et je pense que j'en parlais pas trop pour ça. C'est-à-dire que je voulais pas, j'étais déjà assez stressée et enfin, je savais que je me lançais et j'avais d'ailleurs besoin dans mon esprit de dire j'ai mon plan B. Genre, si tout part hyper mal, j'ai mon diplôme, je peux retourner en droit. Et j'en parlais assez peu. Et j'en parlais aussi assez peu parce que je voulais pas que la réaction des gens me stresse parce que, enfin, on est en 2018, le crowdfunding allait en 2018. La culotte de règles, franchement, il y en a pas. Et j'avais déjà commencé à avoir des réactions de certaines femmes qui disaient non mais c'est quoi ce truc? C'est affreux enfin, même si la cup avait fait son petit bout de chemin et qu'on lavait sa protection. Et surtout pour les générations comme moi, c'est-à-dire que moi je suis génération tampon, génération serviette jetable, c'est-à-dire que on nous a tellement dit quand on était ado et quand on a eu nos règles que les règles c'était, franchement, les règles, on nous a vachement dit les règles c'est sale en fait. Prenez un tampon,
prenez une serviette jetable. Quand elle est pleine, mais vous la jetez, quoi. Ouais. Et les cups sont arrivés. Et c'est vrai que bon, les cups, on fonçait pas mal de portes, mais c'est sûr que tu vois la culotte de règle, surtout pour les femmes, enfin tu vois un peu plus âgées de ma génération, t'en avais beaucoup qui disaient, mais en fait, enfin moi ça fait plus d'une décennie que je mets des tampons, je comprends pas ton délire. Et je disais mais vraiment, enfin tu vois, je disais mais vraiment, si mais réfléchis par rapport au confort. Et tu vois, mais même si t'adores ton tampon, tu sais, ton tampon, il fuit, il tache ta culotte préférée, t'en as pas marre de coller des protège-slips, tu vois. Donc, Mm. tu vois, même, je voulais pas trop, enfin, moi, j'étais assez claire dans mon esprit sur où allait le produit, mais quand un produit est nouveau, les gens sont un peu, qu'est-ce que tu Mm. fais, quoi, qu'est-ce que tu fais? Ça paraît encore plus incompréhensible en fait pour les gens parce que déjà se lancer dans l'entrepreneuriat c'est un petit peu dur à comprendre Ouais. et en plus pour un nouveau produit. Et alors comment ça s'est passé? Donc là tu dis ok c'est bon je me lance. Comment ça se passe les premiers temps? Parce que j'imagine que ça doit être super excitant. T'es avec ta meilleure amie à lancer ton entreprise. Ouais, bah écoute, j'aurais voulu prendre plus de photos. Ça me paraît Ouais. bizarre, mais c'est quelque chose que vraiment je dirais, mais ouais, je regrette de pas avoir pris plus de photos des débuts parce que non, mais de toute façon c'est toujours marrant et enfin c'est toujours cool, mais c'est vrai que le début a un côté qui reste toujours, enfin ça fait un peu chaud au cœur, tu vois, c'est le début, on est encore un peu naïve. On lance notre crowdfunding sur Ulule, on n'a même pas de logisticien. On se dit, après on a pris un logisticien, hein, mais on se dit non, mais c'est bon, on va se voir le week-end, on va faire des colis et tout. Mon salon était devenu un entrepôt de stockage de culottes. On essayait de faire des colis. Mon mari, qui est donc du coup consultant, donc très bon en Excel, nous aidait. C'était assez risible parce que en plus, enfin, en fait, c'est un vrai métier la logistique. Donc lui il disait 2 calis en 34 et nous on était un peu genre de quoi? Et puis on savait, on est puis après, on amenait, j'avais des boulets à la poste aussi. J'ai des boulets à la poste avec un énorme sac d'enveloppes et la poste m'a dit non mais on prend pas les colis, enfin on prend pas cette quantité-là. Je suis genre ah bon? Donc voilà, donc c'était les moments un peu galères, mais qui restent quand même, enfin où on se marre quand même beaucoup. Donc c'était les débuts. C'est vrai, franchement, on s'est beaucoup marré. On n'avait pas de bureau, on avait sous-loué une petite salle. C'était une canicule en 2019. Franchement, c'était good times, comme on dirait. Et alors, juste petite question, comment, quand tu es avocate, tu peux lancer un crowdfunding comme ça? Parce que souvent, on dit qu'on peut pas avoir d'activité en parallèle, d'activité commerciale. Je dis ça parce que je sais que j'ai souvent la question. Ah, ouais, non, si, tu peux, mais c'est sûr Tu que peux, c'était pas moi j'étais pas, enfin, juridiquement, c'est pas moi qui ai lancé pas ce ton nom. crowdfunding-là, ouais. Ouais, ouais. Donc, mais non, si c'est vrai, tu peux pas avoir d'activité en parallèle. C'est pour ça que Alexandra elle m'avait vraiment dit après, écoute, si tu veux vraiment rejoindre ce projet, genre il y a vachement de formalités à faire, tu dois Ouais, te faire radier. radier du barreau et Ouais, tout. ouais. Si t'as raison, franchement quand t'es avocat, c'est vraiment le boulot à temps plein. Enfin, comme Ouais. tu dis, j'ai fait des 7 ans d'études, c'est mon boulot à temps plein. Donc quelqu'un vraiment me rappelle en disant, écoute, vraiment, enfin, si tu rejoins ce projet, tu le rejoins, quoi. Donc tu t'arrêtes tout, tu t'entreprends tes démarches au barreau, etc. Ouais. Et quel a été vraiment, tu penses, le déclic? Je dis ça parce que je sais que quand on est avocat, c'est un peu les discussions habituelles de refaire le monde. Ah, on va ouvrir un bar ensemble, on va ouvrir un Voilà, resto ensemble exactement. entre avocats. Donc, je trouve ça super marrant que tu l'aies fait parce que c'est souvent des discussions qui reviennent énormément dans les after-work d'avocats. Ouais. Euh, pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est fait en fait? Je pense que pour moi, c'est vraiment le crowdfunding qui fait, parce que le succès est tel que je me suis dit, je peux pas, enfin, le succès est tel que je me dis non, mais en fait, là, ça devient con. Il faut que je me fasse radier, que je m'investisse dans ce projet à fond. Aussi fou que ça puisse paraître, si tu me compares par rapport à un entrepreneur, tu vois, qui lâche tout pour son projet parce qu'il a le chômage, parce que souvent, c'est le cas pour les salariés. Mm. En fait, tu as 2 ans de chômage, tu lâches tout, tu vas dans un cowork, tu travailles vraiment 10 heures par jour et tu lances ton projet. Là, c'était pas du tout ça. Enfin moi, ma vie, mon taf, c'était le cabinet en fait, c'était les deals que je faisais, etc. Et Réjeanne, c'était mon side fun project que je faisais comme ça, mais sans contrainte, tu vois. C'est-à-dire, je le faisais parce que je trouvais ça vraiment marrant.
C'est comme quand j'ai tourné pour la vidéo du Ulule, mais qu'est-ce qu'on s'est marré ce jour-là. Je trouvais ça vraiment marrant. Et il m'a vraiment fallu, mais même avec le succès du Ulule, ça qui est dingue, il a fallu qu'Alexandra me dise, non, mais en fait, meuf, tu veux faire ce projet, tu te fais enfin, en fait, là où les choses sérieuses commencent et on va s'investir à 100%. Parce que jusqu'à présent, on n'était pas investi à 100%. Il y avait d'autres personnes, etc. Si tu veux qu'on le fasse et qu'on s'investisse à 100%, c'est maintenant. Je dis, ouais, ok, je vais m'investir à 100%, je vais me faire radier et tout ça, et on va vraiment taffer. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que le vrai taf a commencé après que Réjeanne soit lancée. Mais après, tu vois, je me dis, c'est peut-être le succès de Réjeanne aussi est peut-être dû à ça, c'est que ce projet, il est pas monté dans une contrainte, il est vraiment monté par kiff, par passion, par ce produit n'existe pas. J'ai envie de créer cette culotte que moi j'aurais voulu porter ado. Alors aujourd'hui, Réjeanne existe depuis presque 3 ans. Hein. Ouais. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Est-ce que tu peux nous raconter un peu maintenant où vous en êtes? Bah là, on est 10, ça y est, on est une petite équipe de 10. On est assez longtemps restés toutes les deux avec Alexandra et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait, tu vois, les journées ne font que 24 heures. Donc, t'es agrandi petit à petit. Là, pour le moment, les rencontres se sont toujours un peu faites par hasard. Tu sais, quelqu'un m'écrit sur LinkedIn. Enfin, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Quelqu'un m'écrit sur LinkedIn en me disant, oui, j'ai vu passer ton projet sur Ulule. Est-ce que tu recherches? Bah oui, ça tombe bien. Je recherche et puis après tu vois de fil en aiguille, c'est des connaissances, c'est des personnes qu'on connaît qui rejoignent l'aventure, voilà, ou des ouais, ou souvent juste des CV qu'on reçoit comme ça. Quand il y a un CV qui me parle, je me dis on va faire un entretien, on va rencontrer la personne et c'est comme ça que l'équipe s'est étoffée petit à petit, qu'on est 10 aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. Vous avez des bureaux. Ouais. Comment tu te sens toi dans ta nouvelle vie? Parce que tu disais que voilà, t'aurais pas forcément pensé être entrepreneur. Comment tu te sens? Franchement, je travaille plus que quand j'étais avocate. Je sais que ça va paraître assez fou, mais ouais, je me disais, ouais, en fait, tu sais, quand t'es avocat, tu parles d'ouvrir un bar avec des potes, comme moi, j'avais ce side project qui me fait tellement marrer. Tu te dis toujours que tu vas faire ça parce que c'est cool, etc. Mais non, c'est le truc marrant, c'est que je travaille plus que quand j'étais avocate. Alors déjà, quand j'étais avocate, je travaillais quand même pas mal, mais ouais, en fait, je travaille plus, mais c'est différent parce que en gros, t'organises ton temps comme tu veux. Donc, et je sais que ça va paraître bizarre, ça va pas vendre du rêve, mais en gros, je prends jamais de vacances. Et je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps, même le week-end, tout le temps. Et mon brain est toujours en train de réfléchir à Réjeanne. Donc c'est pas forcément de produire quelque chose comme quand je produisais un contrat, mais on est souvent en train de réfléchir à, enfin, tu vois, à stratégiser, à se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis tu vois, on est toujours en train de regarder notre site web. Tu vois, ouais, ouais, et franchement, surtout Réjeanne, aujourd'hui, on est leader de la culotte menstruelle en France. Et c'est une position qui est aussi pas simple à garder. Et donc, ce qui fait que, tu vois, on est toujours en train de réfléchir en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut innover, comment on peut toujours garder, tu vois, garder de l'avance, tu vois, sur notre site, sur le style, sur les photos, sur la com, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est 7 jours sur 7. Mais il y a beaucoup plus de flexibilité, c'est-à-dire que je peux décider que demain, entre 18h et 20h, ou entre même 17h et 19h, je travaille pas parce que je me fais ce créneau-là avec mes enfants. Donc c'est beaucoup plus flexible sur ça. Et donc je passe plus de temps avec eux que quand j'étais avocate, beaucoup plus. Que je peux passer du temps avec eux le matin et tout ça, ouais. Tu travailles plus, mais t'arrives à peut-être mieux, en fait, peut-être t'arrives mieux à ménager ton temps perso. Ouais, exactement. Je travaille plus, mais j'aménage mieux mon temps perso et du coup, je vois vachement plus mes enfants. Ouais, parce que ce qu'il y a en cabinet, je trouve, qui est un peu dérangeant, c'est le côté, parfois, tu dois être au cabinet parce que t'attends des retours de clients, de tes boss. Et du coup, c'est du temps qui est perdu, entre guillemets, alors que quand on est entrepreneur, bah, ce temps-là, il n'existe pas, en fait. Ouais, exactement. Quand tu es en cabinet, ouais, t'as quand même des heures où t'attends, mais tu peux pas trop partir parce que ouais, quand t'attends les commentaires de l'avocat en face, ou t'attends qu'il y a des docs qui arrivent. Donc en plus quand tu travailles avec le décalage horaire américain, là en fait tu vois, tu sais que tu les attends parce que tu vois, il y a 6 heures, tu vois, nous on est le soir, mais eux ils sont encore en plein milieu de leur journée. Donc en fait c'est clair que tu les attends et tu peux pas te barrer parce que... Et comment ça se passe avec ta meilleure amie cofondatrice? Parce que c'est vrai que c'est un rêve
pour beaucoup, je pense, de lancer un projet avec sa meilleure amie, mais parfois ça se passe pas forcément bien comme en colocation, par exemple. Moi, je suis un personnage un peu étrange parce que tu vois, j'ai besoin de beaucoup d'amour dans mes projets. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai besoin de beaucoup d'amour. Pour moi, le seul truc qui fait que que je peux bosser autant, c'est le kiff. C'est vraiment le fait d'aimer ce que je fais. Et tu vois, et pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du vécu. Donc, tu vois, une amie d'enfance, ça me correspond. Je sais que plusieurs personnes sont venues me voir en me disant t'es folle, c'est un peu comme on fait pas de business en famille ou on fait pas de business avec c'est presque comme de la famille une amie d'enfance, c'est-à-dire que tu joues l'amitié que t'as. Mais moi je me dis c'est pour moi je peux pas concevoir l'entrepreneuriat avec une personne que je connais pas parce que moi j'ai jamais compris pourquoi les gens disent que quand tu t'associes avec quelqu'un que tu connais pas, il va moins te la mettre à l'envers que la famille ou les amis parce que enfin, moi, en fait, je comprends pas et je me dis, de toute façon, si quelqu'un va me la mettre à l'envers, que ce soit ma meilleure amie ou quelqu'un que je connais pas, de toute façon, ça fait mal, en fait. Je vois pas pourquoi ça fait pas, je vois pas le truc. Et pour moi, je suis même presque rassurée parce que je me dis, Alexandra, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis enfant, en fait. Il n'y a pas de surprise. Enfin, on se connaît hyper bien. Elle sait comment je vais réagir avant même que je réagisse. On est tellement proches qu'on se connaît hyper bien, donc on sait exactement, tu vois, comment on fonctionne. Tu vois, c'est vraiment une team, un binôme. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes forces, donc forcément on fait pas les mêmes choses chez Réjeanne. Donc c'est quelque chose que, enfin, moi j'ai vraiment besoin de me sentir en confiance sur ces projets-là. Mm. Donc moi je suis tout l'inverse de ce que les gens disent. Moi le business en famille ou avec des amis, et moi I'm all for it. Oui, c'est vrai que ça fait votre force aussi. Alors, c'est quoi votre plus grand rêve à toutes les deux pour Réjeanne? Je pense que la vision, on l'a eu dès le départ pour Réjeanne quand on l'a lancée. Tu vois, en fait, même si tu as une vision, elle peut aussi s'affiner ou tu vois, tu as une espèce de vision et elle devient de plus en plus nette avec le temps. Mais la vision qu'on avait, c'était de créer et de donc du coup proposer une protection périodique qui ferait plaisir à porter quand on a nos règles. On voulait vraiment un produit doux, beau. On voulait mettre un peu de plaisir dans cette. Toi, c'est pas. Il y a quand même pas mal de logistique, de charge mentale quant à tes règles. D'acheter des tampons, des serviettes, machin. Et en fait, on dit, on veut rendre cette période un peu plus douce. Et aussi, ça transparaît aussi dans notre vidéo du crowdfunding. C'est moi quand j'ai eu mes règles ado, il n'y avait pas de douceur en fait. Enfin, je sais pas, j'ai eu mes règles, j'ai eu mal, on m'en parlait pas trop, on me dit que c'était un peu crade, donc il fallait acheter des trucs jetables, surtout pas le lavable, je n'existais même pas. Et je me suis dit, bah au fond, tu vois, avoir ces règles, bah, c'est sûr que ça fait mal, période qui est un peu étrange, mais quelque part c'est beau d'avoir ces règles. Enfin, c'est vraiment un truc que je me suis toujours dit, c'est assez beau d'avoir ces règles. Moi, par exemple, quand on m'avait mis sous pilule, parce qu'à l'époque on mettait aussi tous les ados sous pilule, ça m'a manqué de pas avoir mes phases du cycle, tu vois. T'as ta phase où tu débordes d'énergie avant l'ovulation, tu vois, t'as la phase d'ovulation, t'as la phase après où c'est un peu plus calme et tu vois, c'est un peu comme les 4 saisons. Moi, j'aime bien les 4 saisons. Ouais. J'aime bien, j'adore l'hiver comme j'adore l'été. J'aime bien l'idée d'avoir un cycle, quelque chose de cyclique, et je pense que ça nous donne beaucoup de force. Et avec la marque Réjeanne, j'espère pouvoir, enfin en tout cas avec mon associé, on espère pouvoir, tu vois, remettre un peu de chic dans les règles, tu vois, ouais, vraiment remettre du chic dans les règles, dire que c'est sympa d'être une femme et d'avoir un cycle comme ça et non les règles c'est pas sale et voilà et c'est quelque chose qu'on a pendant pas mal de jours dans une vie donc autant penser à un moment doux et sympa avec un produit cool. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu le côté ah bon, j'ai mes règles, mais en même temps j'ai ma culotte sympa que je suis contente de mettre. Ouais, d'apporter un peu de douceur et tu vois, un peu de douceur dans ce moment. Alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Ouais, de moins stresser. J'ai pas mal stressé quand j'étais étudiante et tout. Je me suis mis pas mal de pression et je pense que c'est pas nécessaire de se mettre autant de pression. Que je me dirais à my younger self. Ouais, c'est un bon conseil. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Bah, je pense que, enfin, en tout cas, ça a toujours été ma ligne directrice quand j'étais avocate ou quand je me suis lancée dans Réjeanne. Je pense que ce qui est important, c'est d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Après, quand je dis ça, enfin, tu vois, on revient à cette histoire de saison et de cycle.
C'est-à-dire que tout n'est pas toujours beau et tout n'est pas toujours rose, tu vois. Mais parfois, on a besoin, entre guillemets, de faire de la merde pour apprécier les moments qui sont mieux. Parce que tu vois, mais même quand j'étais avocate d'affaires, il y a des trucs que j'adorais faire parce que tu vois, j'adorais assister à une négo, j'adorais rédiger des contrats. Il y a des trucs plus chiants à faire parce que parfois tu dois imprimer des trucs et les mettre dans les classeurs, c'est hyper chiant. Donc, je pense que ce qui est important, c'est le cycle. Tu passes par le chiant, puis t'as le truc bien. Et en gros, pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'être, ah ouais, j'utilise ce mot, mais toujours d'être dans le kiff, toujours d'aimer ce qu'on fait et d'apprécier ce qu'on fait. Et donc, une reconversion réussie, c'est une reconversion où tu continues à apprécier ce que tu fais et à être heureux dans ce que tu fais. Parce que de toute façon, moi j'ai cette théorie que si t'es pas bien et heureux dans ce que tu fais, enfin, ça peut pas être bien en termes de qualité et de niveau, parce que tu peux pas te mentir à toi-même. Et si tu veux tenir sur la durée, parce que bosser c'est dur, parce que t'as des phases qui sont dures, t'as des phases qui sont plus faciles. Donc si tu veux vraiment tenir dans la durée, c'est vraiment être un truc que au fond t'aimes bien. Et c'est ça une reconversion réussie. Oui, il y a le côté on peut pas se mentir à soi-même pendant très longtemps. Ouais, il faut pas se mentir à soi-même très longtemps et donc il faut être épanoui, mais en même temps, il faut quand même être assez lucide, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le job que tu fais, enfin, il y a les pour et il y a les contre, faut les peser à l'avant et après il faut juste profiter, quoi. Go with the flow et profiter. Un grand merci, ouais, franchement c'était super inspirant, je pense que ça va parler à beaucoup. Alors je mettrai les réseaux sociaux de Réjeanne et votre site internet. Vraiment merci beaucoup, ouais. Bah, merci Carly, merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.